Se renouveler, voilà le titre de l'enregistrement d'aujourd'hui, en date du mois d'août de l'année 2022. J'ai choisi ce titre parce que j'ai une volonté présentement de me renouveler, notamment à travers la parole en individuel. En fait, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas produit d'enregistrement en solo. J'avais besoin de faire une pause, de me relaxer, de prendre des vacances. Et avant que je l'oublie, je voulais mentionner aux gens qui m'écoutent présentement que sur Odyssey, vous pouvez y retrouver deux de mes chaînes de diffusion web. Eh bien, il figure des enregistrements d'entrevues que j'ai faites avec Berthold, ainsi que mon nom et d'autres enregistrements solo de moi que vous pouvez y retrouver en exclusivité. Donc, les gens qui sont intéressés à avoir accès à plus de contenu, eh bien, je vous propose de vous abonner sans délai, d'ailleurs c'est gratuit, à mes chaînes sur Odyssey. Vous allez avoir leurs coordonnées en bas de l'enregistrement présent, advenant que ça vous intéresse. Sinon, pour ce qui est du sujet d'aujourd'hui, la question du renouvellement, le renouvellement par rapport à soi peut passer de différentes façons. Dans mon cas, au moment où je vous parle, ma vie est en changement, dans le sens que je m'apprête à devenir père bientôt d'un enfant. Ma conjointe, elle est enceinte depuis environ 5 mois et demi. Et il y a eu une deuxième échographie de l'ensemble de l'enfant qui a été faite et qui nous a permis de confirmer le sexe de l'enfant. Donc, après plusieurs mois de grossesse, et ça va être une fille. Donc, ça m'a amené quelques réflexions, parce que là, si j'ai une fille au Québec, l'égalité homme-femme, j'ai pas de crainte. Par contre, pour ce qui est du destin de mon enfant, si je vivrais en Afghanistan, ça serait possible que présentement je vivrais de l'anxiété compte tenu du fait que depuis environ 1 an, eh bien, les talibans ont repris le pouvoir. Les Américains l'ont laissé lors du mois d'août de l'année 2021 en quittant l'Afghanistan. Et les talibans avaient dit « Oui, on va respecter les femmes. » Tu sais, ils ont dit aux Américains ce qu'ils voulaient entendre, naturellement. Et naturellement, ce que j'anticipais il y a 1 an, c'est concrétisé, c'est-à-dire un retour en arrière de la condition de la femme en Afghanistan. J'écoutais récemment un enregistrement qui était diffusé à Radio-Canada. En fait, c'était une chronique là, par rapport à l'Afghanistan qui disait 1 an après, ce qui est arrivé, c'est que les femmes sont obligées de porter le voile. Et les femmes, les jeunes filles ne peuvent pas aller à l'école secondaire. Donc, elles sont limitées sur le plan éducatif. Et dans le fond, c'est un retour en arrière pour la condition de la femme. Fait que c'est sûr que moi, je suis heureux d'être au Québec. Je suis posé avoir une fille, puis on sera pas confronté à ce type d'enjeu-là. L'accès à l'éducation pour la femme, entre autres. Mais c'est sûr que quand je regarde, on a d'autres enjeux en passant au Québec. Là, la situation n'est pas parfaite. Mais quand que je regarde sur le plan historique, la condition de la femme, c'est vraiment horrible. Si on pense, entre autres, ce qui s'est passé en Inde, où il y a plein de filles là, qui avaient été tuées parce que, dans le fond, les familles préféraient les enfants masculins. Parce que, dans le fond, la société ou la Chine, avec la politique de l'enfant unique, où il y a eu plein de filles qui ont été amenées à être en adoption un peu partout dans le monde. Pourquoi? Parce que les parents favorisaient un enfant masculin, étant donné que, de par la production, la programmation culturelle en Chine, c'est l'individu masculin qui s'occupe des parents vieillissants. Or, les parents ne voulant pas être
dans le fond, 100, on va dire au Québec, un poteau de vieillesse ou 100 personnes pour les accompagner, les supporter, les assister en vieillissant, ben, au niveau familial, ben, à ce moment-là, il favorisait les garçons dans le cadre de la politique unique et ça crée des déséquilibres au niveau démographique. Mais bon, la situation du Québec est plus propice par rapport à la femme. Ben c'est ça. Mon renouvellement dans ma vie, en fait, c'est le fait que je vais devenir père bientôt. J'accompagne ma compagne qui est enceinte. C'est sûr qu'elle vit des changements corporels et autres. On se prépare à la venue de l'enfant. À ne pas confondre avec la venue du Messie. Donc, c'est ça. On se prépare à la venue de l'enfant dans notre vie. Sinon, le renouvellement s'est fait dans ma vie aussi en prenant une pause de mes activités de diffusion web pendant une certaine période de temps pour regarder les choses avec un recul, un peu comme un vol d'oiseau, puis on recule, on regarde les choses au loin. Puis en même temps, ben, j'en ai profité pour voyager, parce que là, on va avoir un enfant bientôt, ma compagne et moi, donc ça va être peut-être plus compliqué de voyager. Et on a fait un voyage quand même important en termes de distance parcourue. En fait, pour la première fois, on a parcouru ensemble l'ensemble de la route 132 qui parcourt le secteur de la Gaspésie, donc au Québec, au Canada. Donc, on parle de plusieurs centaines de kilomètres de route. Et la 132, bon, c'est le prix dans le coin de Lévis, qui est sur la rive sud de la ville de Québec. Par la suite, on a été à Rivière-du-Loup, Rimouski, Matane, Gaspé, Percé, Chandler. Donc, on a fait toutes les petites villes là, qui sont au sud de la Gaspésie. Ça fait comme un cercle. Par la suite, on a remonté en prenant Amqui, Mont-Joli pour retourner à Rimouski. Donc, ça fait comme une boucle. Et c'est sur l'été la belle route que j'appelle, dans le sens qu'on est le long du fleuve. La vue est splendide. La vue est panoramique et progressivement, en partant de Rivière-du-Loup et en se dirigeant vers Matane, le fleuve s'élargit progressivement pour rejoindre l'océan et on peut sentir que l'air devient de plus en plus salé. L'air salin, de ce que j'en perçois, est perceptible à partir d'à peu près Rimouski en se dirigeant vers l'est. Ensuite, Matane, c'est plus prononcé. Gaspé, Percé, là, on le sent, là, l'air salin. Et les autres villes maritimes un peu plus au sud là, également. Ça a été donc un road trip, un voyage en automobile. Et c'est le secteur de la province de Québec que j'affectionne davantage. Au fil des ans, j'ai édité à différents endroits. J'ai été au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai été dans le secteur de la Gaspésie. J'ai été sur la Côte-Nord. J'ai été également dans le sud, proche de la frontière avec les États-Unis, c'est-à-dire à Saint-Georges. J'ai été dans le centre du Québec, en Estrie. J'ai déjà été aussi à Montréal et également proche d'Ottawa, donc dans le secteur de l'Outaouais. Donc j'ai parcouru différents... J'ai pas été dans le nord du Québec, là, par contre, à Kidjouak ou Nunavut, qui est encore plus loin là, que le nord du Québec non plus. Mais j'ai quand même une bonne idée là, de la superficie du Québec, qui est quand même assez vaste là, au fil de mes différents voyages. Et puis bon, j'avais déjà été dans la Gaspésie au passé, mais là, la nouveauté pour moi, c'était de faire le tour de la 132. Pourquoi j'apprécie ce paysage avec de l'eau, c'est que j'aime beaucoup les plages. Me promener le long des plages, je suis de tempérament méditatif et contemplatif. Donc, de marcher longuement sur une plage avec les pieds dans l'eau. C'est sûr que l'eau est froide, là. C'est pas comme à Shediac, au Nouveau-Brunswick, où l'eau est chaude.
l'eau est glaciale. Donc, j'ai été me tremper les pieds dans l'eau, entre autres à la plage, en fait, Aldiman, qui est située environ à 10 minutes de route au sud de Gaspé. Et puis, c'est ça. C'est de l'eau qui est glaciale. Par contre, c'est bon pour la santé. Ça va stimuler la circulation du sang. Ensuite, c'est sûr que ça sécrète aussi, ça amène la sécrétion aussi dans l'organisme des doses massives d'endorphines. Puis, habituellement, je me sens bien, là, les pieds dans l'eau. Et c'est sûr que c'est avec ma compagne, qui est plutôt de tempérament méditatif comme moi, on parle ensemble, mais on vit beaucoup d'instants de silence, où on peut être en présence l'un de l'autre, ou en présence d'un lieu comme une plage. Habituellement, je vais préférer les plages qui sont peu fréquentées ou désertes, ou si c'est une plage qui est très fréquentée, comme celle à Diman que j'apprécie beaucoup avec son beau sable jaune. Je vais aller dans un coin où c'est un petit peu plus tranquille. Puis des fois, je vais observer. À la plage Aldiman, au bout, on voyait qu'il y a des maisons qui sont sur le point de sombrer dans l'eau, dans le sens qu'au fil du temps, la paroi rocheuse a été grugée par l'effet des marées. Et il y a vraiment des maisons dans le secteur de la Gaspésie qui sont sur le point d'être emportées par l'océan. Bon, à certains endroits, ils ont mis des roches là pour éviter que ça arrive, puis freiner l'érosion ici des berges. Mais par rapport à ça, ce que je vous dirais, c'est que j'avais été il y a quelques années à Matane et j'avais été en haut d'une tour, donc un phare, et ce que la personne responsable du lieu, qui donnait des informations touristiques, m'avait dit, c'est que par rapport au phare, il y avait l'équivalent de la distance d'un terrain de football entre le phare et le cours d'eau. Et tout ça, ça a été ravagé là, par l'érosion, ce qui fait que la distance est très limitée. Là. Il y a une route, puis quelques mètres après, là, c'est vraiment tout entre la terre et l'eau. Donc, mais là, ils ont mis des roches un peu partout pour freiner l'érosion. Surtout la particularité du paysage actuel de la Gaspésie, c'est qu'on peut y retrouver de nombreuses éoliennes. Un peu il y a différents endroits, là. Il y a des parcs. Il y en a un, entre autres, dans le secteur de Matane. Parce que c'est des endroits où il y a beaucoup de vent. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais été en Gaspésie l'hiver et que je n'ai pas l'intention d'y aller. Dans le sens que l'hiver, la route étant très proche du fleuve qui s'élargit, qui devient l'océan, puis il y a beaucoup de vent à ces endroits-là. On entend souvent parler dans des bulletins de nouvelles que des parties de la route qui sont fermées, qui sont bloqués à la circulation. Donc, ça a été mon voyage. Et avec le temps, j'ai exploré différentes plages. C'est sûr que je vous dirais, on entend souvent parler en termes de promotion touristique dans les médias de Percé, avec l'image emblématique du rocher percé, cette roche avec un trou. Mais je vous dirais, en termes de plage, Percé, c'est pas la plage que je préfère. Si vous allez au centre-ville de Percé, c'est très touristique. Il y a plusieurs commerces. Il y a plein de gens là, qui marchent sur la rue principale. Il faut être extrêmement vigilant quand on se déplace en voiture. Il y a beaucoup de piétons. C'est compliqué de trouver du stationnement aussi. Et puis, ce que je vous dirais, c'est que la plage qu'il y a proche, dans le fond, du rocher percé, c'est une plage avec des grosses roches. C'est pas nécessairement agréable de marcher au sol, là, les pieds nus, là. Tandis que la plage que je parle, Aldiman, qui est par rapport à une ville voisine de Percé, étant Gaspé. Bon, entre Gaspé et Percé, il y a la plage Aldiman, le sable est plus jaune. C'est sûr qu'en passant au sud de Percé, il y a d'autres plages dans le coin de Chandler avec du sable rouge. Il y en a qui sont très belles là, au sud.
Mais c'est ça, c'est en fonction des goûts de chacun. Là. Moi, je vous parle beaucoup des plages depuis tantôt parce que je suis un amateur de plage. Et c'était un voyage qui a été place tu sais, du calme, là, être loin de la foule, être dans une ambiance méditative, propice à l'introspection, à l'incubation d'une nouvelle identité en émergence aussi. Et c'est sûr que par rapport à mon voyage, ben, une fois le voyage fait, j'ai passé des jours chez moi, j'ai pris des bains de soleil, je suis un amateur de bains de soleil, calmement, dans une ambiance méditative. Et puis, sinon, ben, dans ma vie, ce que je vous dirais, ce qui m'occupe, c'est le fait que je vais avoir un enfant, mais en même temps, simultanément, ben, ce qui me préoccupe, c'est le fait que j'ai une grand-mère qui a 98 ans, qui va avoir bientôt 99 ans, qui est en résidence de personnes âgées. Je vais la visiter une fois de temps en temps. Et puis, elle a à vivre le deuil, hein, parce que elle vivait en maison depuis plusieurs décennies, toujours la même maison. Et puis là, parce que sa santé ne le permet plus, parce qu'elle a connu des pertes d'autonomie majeures là, dans les dernières années, donc, comme elle n'est plus autonome, elle est obligée d'être en résidence de personnes âgées. Et c'est ça, je me préoccupais un petit peu de son adaptation par rapport au milieu de vie. Puis aussi d'observer comment est-ce que ça se passe en résidence de personnes âgées. Donc, elle est à la résidence Yvonne Sylvain, située à Québec. Et puis, je vois une fois de temps en temps la visiter. De ce que j'ai vu des repas, elle me disait qu'ils mangent très bien, puis je peux confirmer que des repas que j'ai vus, c'est des belles assiettes remplies de nourriture. Il y a même souvent un dessert. C'est bien. Peut-être qu'ils ont amélioré dans les résidences, là, parce qu'il y avait eu des critiques il y a quelques mois ou années. Le temps passe tellement vite par rapport à la nourriture avec les patates en poudre, puis... C'était pas nécessairement beau à regarder. Muscalé, la nourriture est bien. Le personnel est courtois aussi. J'ai vu que les membres du personnel étaient polis. Sinon, ce qui s'est passé de particulier par rapport à elle, c'est que il y a plusieurs jours, eh bien, j'avais été à un repas avec des membres de ma famille, en fait, du côté de ma compagne. Et par la suite, je m'étais dit, bon, je vais aller visiter ma grand-mère. Et j'étais au restaurant, je comptais pas le temps, j'étais pas dans un esprit de calcul, j'étais plutôt à profiter du moment présent. Et j'ai été pour aller voir ma grand-mère à la résidence, puis curieusement, au moment où je suis arrivé simultanément, sans qu'on se concerte, ma mère était prévue y aller avec... elle est en contact avec un abbé là, pour que ma grand-mère ait ce qu'on appelle l'extrême onction, donc ce que certains appellent le sacrement des malades. Et c'était prévu à 16h, puis moi de mon côté, je regardais pas l'heure. Mon objectif, c'était pas d'arriver en même temps qu'eux, pas du tout. J'étais au restaurant, et puis... j'étais sur la rive sud dans le secteur de Lévis, puis bon, j'ai passé le pont, etc. Je n'étais pas dans un esprit de calcul ni rien, puis finalement, je suis arrivé en même temps qu'eux. Donc, tant qu'à être sur place, j'ai pu assister au rituel de l'extrême onction. Donc, c'est un rituel associé à la religion catholique, qui est une branche du christianisme dont ma grand-mère est une pratiquante. Et ça a été une belle occasion pour moi. Il y avait sur place ma mère, il y avait aussi l'abbé qui a pratiqué le rituel de l'extrême onction. Donc, on était plusieurs et c'est sûr que j'ai comme participé à un groupe où on était alentour de ma grand-mère, de son lit. Et le but du rituel, ben, c'est naturellement de préparer la personne au fait qu'elle va mourir bientôt. Et donc, l'extrême onction en termes de rituel, c'est que il va comme y mettre une huile qui est bénie
Puis en même temps, ben, c'est un petit peu comme une messe dans le sens qu'il y a des prières qui sont faites. Il l'a fait également à Kobudier, c'était possible de Kobudier aussi. C'est sûr que dans le fond, par rapport au rituel, j'étais avec eux. Je les ai accompagnés de ma présence. Et puis le concours de circonstances a bien fait les choses. Sans avoir calculé, je suis arrivé au moment pile où ce que lui arrivé, l'abbé avec ma mère, puis là, c'était le moment là, qui faisait le rituel. Fait que là, tant qu'elle est arrivée à ce moment-là, ben, je me suis joint à eux, puis c'est sûr, ma grand-mère a pu bénéficier de ma présence, puis le fait qu'elle a pu voir plusieurs personnes réunies autour d'elle, ben, au niveau de sa subjectivité de sa personne, ça peut lui donner l'impression qu'elle est davantage supportée par rapport à la réalisation du rituel. Donc, qui la prépare à un esprit qui est serein, en contact avec Dieu, entre autres avec la communion, être en état d'unité avec le Christ pour chercher une forme d'apaisement au niveau psychologique là, par rapport à la situation qu'elle vit, au niveau de sa santé qui connaît un déclin depuis plusieurs années. Donc, j'ai trouvé ça intéressant par rapport au rituel. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'il y a eu comme une synchronicité qui s'est présentée. Dans ma vie, j'ai été exposé à différentes synchronicités par rapport à différentes personnes. L'une des plus frappantes que j'ai eues, c'est que j'étais sur mon ordinateur, j'étais en train de lire un article, puis par la suite, au moment que je faisais ça, il y a une personne qui vient me voir, puis il me dit, ben, regarde tel article sur tel site. Puis là, je montre ce que j'ai à l'écran, puis c'est exactement la même chose. Puis, tu sais, c'est un petit peu comme si quelqu'un pigerait une carte, puis l'autre dit « Ah, veux-tu regarder telle carte? » Ouais, mais puis il y a exactement la même chose devant. En fait, statistiquement, c'est peu probable. Bon, c'est sûr que quelqu'un va dire « Ben, c'est un article récent, oui. » Parce que c'est un article de nouvelles sur le site de Radio-Canada, mais quand même, si vous allez sur la page principale, il y en a plusieurs. Fait que le synchronisme que je sois en train de regarder l'article alors que la personne me dit de regarder exactement le même article, c'est particulier. Il y en a eu d'autres aussi. Je pense à quelqu'un, puis la personne m'appelle au même moment. Fait que je pars du principe qu'on est tous interconnectés sur le plan psychique et qu'au niveau métaphysique, il y a des forces qui vont chercher à créer des synchronicités pour que certains événements arrivent. Des fois, c'est heureux parce que là, j'ai pu me rajouter en termes de présence à ma mère puis à l'abbé pour donner du force au rituel qui vise à amener un état de sérénité au niveau psychologique à ma grand-mère qui, dans le fond, naturellement, là, en avançant en âge, se dirige progressivement vers la mort. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Il y a toutes sortes de synchronicités. Et ça m'a amené aussi parce que j'écoutais à un moment donné un enregistrement du philosophe jovialiste André Moreau qui parlait du phénomène des balles perdues. Puis pour lui, des balles perdues, ça n'existe pas. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a rien de moins accidentel qu'un accident. Donc, il y a des lois de programmation qui s'opèrent dans la réalité. Et là, il parlait de balles perdues. Puis là, je pensais au phénomène de la guerre qui se déroule en Europe de l'Est entre la Russie et l'Ukraine. Donc, s'il n'y a pas d'hasard, s'il y a des lois de programmation qui fait que la balle, va atteindre une personne plutôt qu'une autre ou elle va manquer sa cible, ben à ce moment-là, ça permet de recontextualiser l'information. Et des fois, j'écoute André Moreau parce qu'il est optimiste, il a un côté joie de vivre, puis c'est moins austère que certaines autres personnes qui parlent de conscience. C'est moins pessimiste comme discours que d'autres personnes. Mais bon, chacun a sa tonalité, puis c'est correct. Puis c'est sûr qu'il y a une part d'interprétation de ma part, là, naturellement, mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il disait que la guerre, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Il raconte souvent comme anecdote qu'il s'était déjà fait poser la question par un journaliste que pensez-vous de la guerre? Et il répondait je ne m'oppose pas à ce qu'une bande d'endormis s'en prenne à une autre bande d'endormis. Donc, je trouvais ça intéressant son propos.
Parce que dans un sens, au niveau de la synchronicité, au niveau de l'orchestration des destinées, des programmations, puis en vertu du principe auquel fait souvent allusion qu'il n'y arrive à un homme que ce qui lui ressemble, puis pour des lois de programmation évolutive aussi, ou de liquidation de karma, ben c'est sûr que les gens se ramassent sur un lieu, puis il y a une balle ou il y a un missile qui est tiré sur un centre d'achat, parce que il était question qu'en Ukraine, il y avait eu à un moment donné des gens qui faisaient leur magasinage, puis tout d'un coup, un missile va détruire le centre d'achat où il se trouve. Puis là, quand on voit un événement comme ça, on peut se poser la question, est-ce que c'est arrivé par hasard? Est-ce qu'il y a les lois de programmation de nature occulte et métaphysique qui régissent la trajectoire du missile ou les gens? Et c'est le genre de questions qui m'habitent depuis plusieurs années. Et comment répondre à ce type de questions-là ou de trancher? Ben, c'est entre autres à travers le vécu. C'est-à-dire, si j'observe les événements auxquels je suis exposé ou confronté, il y a des événements particuliers. Il y a des gens qui vont dire, ben là, la question de synchronicité, c'est parce que c'est toi qui interprètes subjectivement l'événement et que tu vas voir des sens où ce qu'ils n'en ont pas, qui sont le fruit de ta subjectivité. Mais il y a certains événements qui dépassent les lois des probabilités là, qui sont arrivés dans ma vie. Donc, pour moi, il est clair qu'il existe des forces de nature occulte qui vont orchestrer des programmations à différents niveaux. Des programmations qui font en sorte que si deux personnes vont se parler, ben les deux vont peut-être penser à s'appeler en même temps, puis la ligne du téléphone va nous donner l'impression qu'elle est occupée, ou elle va être occupée, mais elle va être occupée parce que l'autre personne essaie de nous rejoindre au même moment. Ça m'est déjà arrivé. Tu sais, c'est spécial. Tu essaies d'appeler quelqu'un, puis la personne simultanément essaie de t'appeler, ce qui fait en sorte que la ligne sonne occupée, mais c'est parce qu'elle est occupée à essayer de te rejoindre. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. C'est sûr que les gens vont dire, ben là, c'est le hasard, nanana. Oui, mais la récurrence de ce type d'événement-là m'a amené à donner de l'importance à ce type de choses. Et l'impact de la pensée des individus. Tu sais, il y a un adage en philosophie qui dit que chaque personne reçoit le salaire de ses pensées. Eh bien, je suis d'avis que par rapport à ma grand-mère, là, présentement, où ce que je vous parle est âgée de 98 ans, voire bientôt 99, mais c'est une personne qui veut vivre. Dans les dernières conversations que j'ai eues avec elle, ça allait dans ce sens-là. Elle est heureuse de voir des gens, ça la stimule. Et puis, c'est sûr que ce qui est intéressant de voir, c'est que de ce que j'ai observé au fil du temps, c'est que les gens qui ont un bon moral, qui ont la volonté de vivre, habituellement, ils vivent plus longtemps. Tu sais, j'ai connu quelqu'un qui disait que la vie, c'est de la merde. Tu sais, je pense à Marc Delassalle qui a souvent répété ça dans plusieurs conférences. Mais écoutez, ce gars-là, il est mort à 56 ans, là, tu sais. Je veux dire, je doute que ça soit étranger d'avoir répété ces propos-là par rapport à son décès. Parce que la vision de la vie a de l'impact. Tandis qu'André Moreau, qui est jovialiste, que pour lui, le plaisir est sagesse, puis il est capable, même s'il est avancé en âge, de s'émerveiller comme un enfant. Parce que j'écoutais des capsules audio qu'il a produit à l'âge de 81 ans. Bon, ben, si il continue à vivre en fonction de sa capacité d'avoir du plaisir de vie, de s'émerveiller, ben, moi, j'ai l'impression que c'est propice à la longévité et la santé. Tandis que Marc, en tout cas, il y avait une vision particulière, puis c'est ses affaires, là, c'est pas ma vie, disons. Il était souvent irrité là, par rapport aux gens, par rapport à plein d'éléments, puis en tout cas, je ne veux pas donner un peu plus de détails là-dessus. En fait, je vais me concentrer sur mes choses. C'est la raison pour laquelle, présentement, je veux vous partager un des sujets que j'étudie. J'en étudie plusieurs en passant. Je suis quelqu'un qui apprécie apprendre continuellement des nouvelles choses, plus spécifiquement en relation avec le secteur de la santé et en particulier par rapport à tout ce qui favorise la santé physique, psychologique, psychique.
Et il va être question dans les prochaines minutes que ben c'est sûr que pour ce qui est de mon sujet de base, se renouveler, ben une des bonnes façons de se renouveler, ben c'est sûr que c'est d'apprendre différentes choses. Aussi s'inventer soi-même en vivant de nouvelles expériences. Une nouvelle expérience, ça peut être de faire un voyage à un endroit où on n'a pas été, comme dans mon cas au sud de la Gaspésie, puis j'ai bien aimé mon voyage. Et ça peut être aussi de vivre quelque chose de différent. Tu sais, au niveau artistique, à un moment donné, j'ai fait de la poésie, à un moment donné, j'ai fait de la peinture, à un moment donné, j'ai fait aussi de la musique. J'ai touché à plusieurs choses. Et ça m'a amené à me renouveler dans un sens. Mais le sujet que je vais aborder avec vous, c'est un petit peu technique, c'est la psychoneuroimmunologie. Les initiales sont PNI. Donc, je vais vous mettre un lien d'article par rapport à ça. C'est une nouvelle branche qui se développe présentement et qui me semble extrêmement prometteuse et intéressant qu'on s'y attarde. Donc, c'est une approche holistique qui peut être mise en complémentarité avec la médecine technologique traditionnelle. Ce qui est intéressant de l'approche, c'est dans le fond que la différence de la médecine technologique, ça coûte très cher. Bon, mais la médecine holistique, ça coûte pas cher. Ça fait appel à la psychologie. Donc, en lien avec ça, je vais vous lire un petit peu des extraits là, d'un article. Donc, ce qui est dit, c'est que jusqu'au fond de nos cellules, notre corps et notre esprit sont inséparables. J'arrête ici. Donc, c'est une conception unitaire du corps et de l'esprit. Et c'est sûr que l'esprit peut avoir un impact sur le corps et le corps sur l'esprit et vice-versa. Donc, d'abord, cette vision-là systématique de l'être humain me plaît beaucoup. Je vais continuer. Les médecins américains ont baptisé cette réunification historique la psychoneuroimmunologie, PNI. Certes, le domaine qu'on appelait psychosomatique avait déjà préparé le terrain depuis jusqu'à la fin des années 50. La science médicale avait reconnu que la volonté de vivre était un facteur déterminant de guérison des maladies graves, telles que le cancer. Mais beaucoup d'experts se réfugiaient derrière l'argument placebo. Celui-ci a fait long feu. Toutes les découvertes de la PNI ont renversé le propos. L'effet placebo montre qu'en fait, toute guérison est d'abord un processus interne à l'individu. Donc, j'arrête ici momentanément la lecture. Donc, c'est en continuité avec ce qu'on appelait la psychosomatique, donc l'impact du psychologique sur le physique. Puis, je vais continuer à lire. Donc, c'est en relation avec le lien entre l'activité cérébrale et le système immunitaire. Il est écrit très schématiquement, là on parle des travaux de Georges Solomon, qui un des individus qui a mis de l'avant l'approche. Ces travaux revenaient à adapter la fameuse méthode de Pavlov, la cloche qui, par effet d'habitude, fait saliver un chien à la fabrication non plus de salive ou d'hormones, mais d'anticorps. Donc, l'idée derrière ça, il y a eu des recherches qui ont été faites. Puis, l'idée, c'est d'amener la personne à favoriser sa santé ou se programmer, parce que notre activité au niveau psychologique peut avoir un impact sur la sécrétion de certaines hormones ou certains éléments. Mais dans le concret, je vais faire référence ici à une étude. Je vais lire ce qui est écrit. Donc, une étude a été menée par la National Institute of Health sur 300 personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. 150 suivaient un programme Mind-Body et 150 des soins traditionnels.
5 ans plus tard, 20% des patients du premier groupe ne montraient plus aucun signe de maladie cardiaque. 70% étaient stabilisés et 20 malades seulement, 13,3% avaient dû être opérés. Dans l'autre groupe, tous les cas avaient empiré, 45% avaient été opérés. Quand un individu est invité à participer à cette guérison, dit Ken Pelletier, ses chances sont bien meilleures. Donc, j'arrête un petit peu la lecture. Donc, c'est des gens qui ont participé à un programme Mind Body de Stanford. Et par rapport au programme, c'était par rapport à des gens malades du cœur. Et dans le fond, ça a donné des résultats qui ont favorisé leur santé. Je vais continuer à lire. Pour répondre à une demande qui va devenir essentielle au 21e siècle, l'individualisation des traitements, le professeur propose des solutions simples. J'écoute la personne, je pars de ce qu'elle me dit, de ce qu'elle fait. Si elle aime la musique, je lui propose une méditation par le son avec un mantra. Si elle aime bouger, je lui propose du tai chi. Si elle aime la nature, je suggère des marches quotidiennes dans le silence. Il est impossible de planifier, chacun est différent. J'adapte les goûts du patient à un programme un peu plus rigoureux et surveillé. Donc, c'est ce qui est dit. Bien, c'est sûr que ce qui est intéressant comme approche, c'est individualisé. La personne trouve quelque chose qu'elle fait, qu'elle aime. Tu sais, quelqu'un, ça peut être de pratiquer la méditation. Puis ça peut être propice au niveau de la santé et notamment là, du système immunitaire. Donc, par la suite, je vais continuer un petit peu à lire encore. Et quand la maladie est vraiment mortelle, se pose alors une question cruciale. Peut-on prétendre que cette nouvelle médecine concerne forcément tout le monde? N'y a-t-il pas des personnes tellement malades que ces méthodes ne peuvent rien pour elles? Il est écrit à la réponse à la question. Évidemment, il ne peut pas se cacher le grave danger de simplification lorsqu'on présente des approches alternatives. Les patients ont parfois des attentes irréalistes et finissent affreusement déçus. Mais pour moi, la guérison n'est pas une fin en soi. Je suis bien plus intéressé par la qualité de vie qu'un patient met en place, même s'il ne peut pas guérir. S'il meurt, la question devient: comment meurt-il? Déprimé, seul, en colère, dépendant de ses médicaments ou avec un sentiment d'acceptation, voire de sérénité? Donc, j'arrête ici la lecture. Je trouve ça intéressant, le questionnement. Puis ça me faisait penser au sujet de l'accompagnement des gens en fin de vie, des gens qui sont mourants, des gens qui sont très âgés. Donc, c'est sûr qu'on peut appliquer la même question, à savoir, bon, si la personne, c'est sûr que sur le plan philosophique, avait été déjà dit que la vie est une maladie transmissible sexuellement qui est mortelle. Comment ça avait été dit? Puis ça avait été dit avec une pointe d'humour. J'avais déjà entendu que, OK, oui, la vie est une maladie sexuellement transmissible qui amène la mort. Ben, dans l'état actuel de la science. Bien entendu. C'est ça qu'il faut clarifier. Mais le point, c'est que la vie, quelqu'un qui naît sur le plan biologique, habituellement, il va mourir aussi sur le plan physique. Et si la personne ne peut pas être guérie, je pense à des gens qui vont être en phase terminale par rapport à des cancers, mettons un cancer de grade 4 ou des personnes âgées. Je pense entre autres à ma grand-mère. Bon, ben à ce moment-là, si la personne ne peut pas retrouver ses pleines capacités, pour par exemple quelqu'un qui est semi-autonome ou qui n'est plus autonome, en perte d'autonomie, ben à ce moment-là, la question à se poser, ben c'est dans quel état au niveau psychologique ou psychique qu'elle va mourir. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, la nature thérapeutique qui peut être générée là, par méditation pleine conscience, prière, visualisation créatrice, il y a différents moyens ou techniques ou formules ou états d'être qui peuvent être générés, qui peuvent amener la personne à faire la différence entre mourir dans un état de dépression, de désespoir, ou au contraire,
mourir avec une forme de sérénité, d'acceptation. Et c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça me faisait penser au rituel de l'extrême onction auquel je faisais allusion tantôt, dans le sens que si la personne reçoit l'extrême onction, puis ça apporte l'esprit de l'esprit, la paix de l'esprit, de connaître ça, de sentir en état d'unité avec le Christ, à ce moment-là, c'est intéressant. C'est sûr que dans le cas de ma grand-mère, elle est une croyante catholique et j'ai l'impression que le fait, parce qu'elle a pris plusieurs fois par jour, en fait, elle aurait pu peut-être faire une religieuse. Bien qu'elle avait eu des enfants, là, c'est sûr qu'autrefois, quelqu'un peut pas être religieuse puis avoir des enfants au niveau de la religion catholique. Mais elle fait une vie un peu comme une religieuse, dans le calme, la passivité. C'est sûr que j'ai une relation privilégiée avec elle, dans le sens qu'elle apprécie beaucoup m'écouter parler, parce que dans mon vocabulaire, je vise à utiliser des termes qui sont précis, qui sont clairs, et des fois, je vais répéter calmement aussi. Elle est du signe de la balance et elle aime beaucoup la communication. Puis elle a un souci d'esthétisme. Donc, on avait beaucoup d'affinités quand j'étais jeune. Elle m'accompagnait lorsque je faisais des dessins. Aussi, elle prenait des notes parce que quand j'étais jeune, j'avais des idées d'histoire et je les disais et elle les prenait en note. Donc, elle a été très généreuse avec moi dans mon enfance. Elle m'a beaucoup aidé dans mon développement. D'ailleurs, je l'ai remerciée parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui nous aide dans notre vie. Et puis, dans mon cas, c'est sûr, quand j'étais très jeune, j'avais été victime de violences physiques et psychologiques de la part de mon père. Donc, en allant voir ma grand-mère, ça me créait une situation agréable qui compensait un petit peu les tensions que je vivais dans la résidence familiale, dans le loyer où j'étais. Et puis, ça m'a amené une forme de ressourcement artistique parce qu'elle était là à m'accompagner dans mes projets artistiques, que ce soit du coloriage, du bricolage, et ainsi de suite. Et c'est sûr que elle a une place particulière dans ma vie. Fait que c'est pour ça que je vous en parle un peu. Puis, en même temps, pourquoi que je vous parle de cette approche, la psychoneuroimmunologie? Parce que je trouve ça intéressant, parce que si on la combine avec... j'avais déjà fait une capsule là-dessus, d'ailleurs, il y a quelques semaines, par rapport à l'épigénétique. Ça montre l'impact de l'individu qu'il a sur sa santé. Au niveau de l'épigénétique, c'est que la personne, de par ses comportements individuels, peut modifier sa programmation génétique. Donc, la programmation génétique n'est pas juste le fruit de l'hérédité. Donc, l'environnement dans lequel la personne se trouve peut moduler l'expression des gènes, mais aussi sa subjectivité. Et là, dans l'approche de la psychoneuroimmunologie, ce qui est dit par rapport à ça, tiens, je vais vous en lire, j'aurais dû commencer par ça tantôt, là, mais bon, mieux vaut tard pour bien faire que jamais. Sur Wikipédia, ce qu'on est dit, c'est que la psychoneuroimmunologie étudie l'impact des événements psychiques sur le système immunitaire. De nombreuses recherches attestent d'une communication bidirectionnelle entre le système nerveux et immunitaire, soit directement, soit via une voie de régulation neuroendocrine. La PNI est une approche interdisciplinaire incorporant des données de la psychologie, la neuroscience, l'immunologie, la physiologie, la pharmacologie, la biologie moléculaire, la psychiatrie, la médecine comportementale, les maladies infectieuses, l'endocrinologie et la rhumatologie. Donc, c'est très impressionnant. Là. Il y a une grosse liste là, de paquets de sciences que c'est lié. Mais la façon que je vois l'avenir du développement de la santé, entre autres, ça va passer par l'accompagnement des individus
à développer des états de bien-être au niveau psychique. D'ailleurs, on le voit avec la popularité, entre autres, avec l'hypnose puis l'auto-hypnose. Là, vous savez, vous avez plein d'endroits sur le web là, où il est question de ça. Mais l'idée que la psychologie peut avoir un impact sur le système neuronal, ensuite l'immunologie, ben c'est intéressant parce que ça va pouvoir être utilisé en complémentarité avec d'autres approches. Puis, cette approche-là, ben c'est sûr qu'en plus de mettre ça en relation que l'épigénétique que j'avais déjà entendu parler, il y a aussi la question de l'effet placebo. D'ailleurs, j'écoutais récemment une vidéo où il y avait, comment il s'appelle? Luc Bodin. C'est un ancien médecin européen. Vous avez beaucoup de matériel de lui là, sur YouTube. Une fois de temps en temps, j'en écoute. Et ce qu'il disait, c'est que l'effet nocebo, le contraire d'effet placebo, l'effet placebo étant favorable à la santé. Donc, quelqu'un, de par sa psychologie, croit qu'un médicament est actif puis il y a un résultat, alors que le médicament qu'il prend n'a pas nécessairement d'agent actif. Si on prend par exemple une pilule pour dormir, mais si au niveau de sa psychologie, il croit que la pilule est en bleu, c'est propice au sommeil parce que bleu lui inspire le calme, l'océan, une couleur apaisante à la différence du rouge. Bon, sur le plan psychologique, la personne croit que si la pilule est bleue, elle va plus relaxer puis dormir que si c'est rouge ou si c'est noir, ben ça se peut qu'il y ait un résultat. Et l'effet nocebo, c'est le contraire. Quelqu'un peut, par exemple, prendre un paquet de médicaments dans l'optique de s'enlever la vie et de faire une overdose, une surdose de médication. Mais si la personne, dans le fond, prend des médicaments qui ne sont pas actifs, mais que la personne croit sincèrement que des agents actifs qui vont l'amener à un déclin de ses capacités, ben ça se peut que son rythme cardiaque en soit altéré. Même chose pour la pression artérielle. Donc, l'effet nocebo peut avoir beaucoup d'impact, comme l'effet placebo. Et là, ça nous ramène à l'impact naturellement de la psychologie là, par rapport à la santé. Donc, les émotions qui sont en relation avec des croyances, des pensées peuvent avoir un impact sur la santé. Et c'est sûr que ça devient intéressant à étudier tout ça. Parce que éventuellement les médecins, en plus de prendre des prélèvements de sang, des radiographies, ensuite des échographies, ben ils vont peut-être éventuellement faire des analyses de l'état émotionnel ou comportemental des patients dans l'optique des traités, et voir c'est quoi les pensées qu'ils nourrissent, c'est quoi les états d'être qui les habitent aussi, et évaluer si les états d'être que les gens entretiennent sont propices ou non au processus de guérison. Donc, ça devient à ce moment-là intéressant. En fait, ce que je voulais vous mentionner, c'est que toutes les études que je fais au fil du temps tendent à démontrer l'impact de la relation corps-esprit sur la santé physique. Et puis, ça me ramène au principe que j'avais étudié il y a plusieurs mois de la capacité au niveau de l'imagerie mentale, au niveau de ce que certains vont appeler la pensée positive, que d'autres vont appeler la pensée constructive, la visualisation créatrice, l'auto-hypnose, que quelque part, ça donne certains résultats propices à la santé. Et en lien avec ça, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches en lien avec la visualisation. Et ce que j'ai trouvé intéressant, ce qui est particulier, là, et je vous partagerai le lien, c'est que dans un article que j'ai, il est écrit ceci. Différentes expériences d'imagerie cérébrale ont montré que le fait de sourire libérait des endorphines, hormones du plaisir. Sourire agit positivement sur le stress et donc sur l'oxydation, responsable de nombreuses pathologies. Donc, l'idée simplement de sourire, c'est bon pour la santé. Et là, ça me ramène à la philosophie du jovialisme où André Moreau, il y a un grand humour quand il parle de conscience. Et il sourit régulièrement. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver sur YouTube là, plein de ces vidéos. Mais le sourire, le rire, l'attitude joyeuse
Un peu comme le parlait Luc Bodin, parce que lui, ce qu'il disait, l'effet nocebo, c'est quoi? C'est vrai, tantôt, je n'avais pas eu le temps de finir. Je n'avais pas complété, là, je complète. Il dit, c'est l'anxiété. En réalité, quelqu'un qui a des anxiétés, qui vit du stress, c'est de l'effet nocebo. Si l'anxiété, le stress est engendré par sa psychologie, par exemple, quelqu'un qui est très perfectionniste, qui met la barre haute, il se crée du stress, de l'anxiété, qui peuvent par la suite nuire à son sommeil, alors que si la personne écoute un enregistrement d'auto-hypnose, d'ailleurs, il fait plein d'enregistrements là, sur le web, là, Luc Bodin, qui sont propices au calme, à la détente. Des fois, j'en écoute avant de me coucher. Bon, ça peut être propice à trouver le sommeil. Donc, la psychologie peut faire en sorte que la personne, soit qu'elle s'endort plus rapidement ou moins rapidement, là, selon son état psychologique, mais il y a d'autres impacts aussi par rapport au processus de guérison aussi. Mais pour ce qui est de la visualisation, ce que je trouvais intéressant, dans un des articles sur lequel j'ai tombé, il est dit, tiens, je vais le lire, puis je vais essayer de le faire tranquillement. Donc, pour favoriser une espèce d'état d'introspection, je vais essayer de prendre une voie qui est propice à l'intériorisation. Donc, il est question de la méditation curative pour retrouver la vitalité. Cet exercice a été mis au point il y a plusieurs décennies par une spécialiste de la visualisation, Shakti Gawain, auteur de Techniques de visualisation créatrice, la puissance de la pensée. Donc ça, c'est le nom du livre. Il est question que c'est aux éditions J'ai lu. Je continue la lecture. Bien sûr, cette méditation ne peut en aucun cas remplacer un traitement médical. C'est sûr que la personne qui marque ça dans l'article, elle fait bien parce que pour pas créer des illusions aux gens, là, puis pour pas non plus que les gens renoncent à leur traitement médical, là, pour pas que ça se mettre comment on appelle ça, les pieds dans les plats par rapport à la science officielle, puis les médecins traitants. Donc, il est dit ceci. Assoyez-vous ou allongez-vous. Détendez-vous en respirant de manière ample et profonde. Portez votre attention sur vos orteils, puis passez par toutes les parties de votre corps jusqu'à la tête, en lui demandant de se débarrasser des tensions. Imaginez autour de votre corps une lumière dorée, chargée d'énergie curative. Ressentez-la. Appréciez-la. Si une partie de votre corps est ou a été malade ou douloureuse, demandez-lui si elle a un message pour vous. Envoyez à cette partie de votre corps de l'énergie chargée d'amour et de l'énergie curative. Représentez-vous le problème qui se résorbe peu à peu et disparaît. Visualisez-vous et ressentez-vous rayonnant, plein de vitalité, en bonne santé. Projetez-vous dans différentes situations de votre vie, radieux et à l'aise. Dites-vous, j'aime mon corps et je l'accepte totalement. Je suis énergique et en bonne santé. Ressentez pleinement la force de ces mots. Faites un avec eux. Ce qui complète la lecture, c'est une belle visualisation. Il y en a d'autres. Il y en a plusieurs. Je me suis attardé à celle-ci parce qu'elle porte sur la santé globale, puis je trouvais qu'elle était bien construite parce que des questions, ce qui était dit tantôt, c'est que si une partie de votre corps est ou a été malade ou douloureuse, demandez-lui si elle a un message pour vous. Il y a un aspect ouverture que j'aime bien dans celle-ci. Parce qu'il y a des visualisations où la personne va visualiser qu'elle est en santé, puis que tout va bien, mais par rapport à ce type de visualisation, si la personne est malade et il y a quelque chose qui a fait qu'elle manque d'ajustement, si elle ne s'ouvre pas à l'information, quand même qu'elle visualise qu'elle est en santé,
n'apportera pas l'ajustement dans sa vie pour changer la condition de fond qui l'a amené à être malade. Dans le sens que si la personne cherche à changer le symptôme, mais ne s'attaque pas à la cause, ben à ce moment-là, on peut, par exemple, limiter l'impact de certains symptômes, mais comme la cause n'a pas été neutralisée, ben, il y a d'autres symptômes qui peuvent apparaître plus tard. Si le problème de fond n'est pas réglé, ben, c'est sûr que quelqu'un, par exemple, qui vit du stress, par exemple, par rapport à un travail, bon, ben, si la personne visualise qu'elle est calme et est heureuse, si le stress est très important, oui, de vivre ça, ça lui donne une bouffée de paix, mais le lendemain, lorsqu'elle retourne au travail, ben, elle va continuer à vivre pareil du stress, le milieu est stressant. Donc, ça ne règle pas le problème de fond, qui est l'élément qui génère la base de stress. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Donc, c'est ça par rapport à cette visualisation que j'ai trouvée. Ce que je trouve intéressant, c'est l'ouverture qu'elle propose au niveau intrapsychique. À être à l'écoute d'une idée, d'une pensée, d'un élément qui peut venir de notre être qui va nous indiquer s'il y a des choses à ajuster. Puis s'il y a des choses à ajuster, ben, c'est intéressant d'être ouvert à ça. Ça nous permet de nous renouveler, qui était le terme en début de l'enregistrement. J'essaie d'avoir de la suite dans les idées aujourd'hui. Puis avoir une touche d'humour, parce que comme on l'a vu tantôt, ben, le simple fait de rire est propice à amener un mieux-être, tout simplement. Puis il y a des gens qui sont malheureux, qui vont dire « ça peut pas être aussi simple ». Ben oui. Tu sais, j'ai fait l'expérience, puis vous pouvez le faire chez vous aussi. Mettez-vous à rire pour rien ou souriez, vous avez le miroir. Le simple fait de sourire ou de se voir sourire induit un état de bien-être. Puis c'est sûr que quand on vit un état de bien-être, ben c'est propice à la santé. Puis là, ensuite, dans la visualisation, après avoir été à l'écoute d'informations qui peuvent émerger à travers soi, à travers l'intuition, entre autres, ben, envoyer à la partie du corps l'énergie chargée d'amour et curative. Donc, on parle de qu'est-ce qui peut être fait là, pour favoriser la santé. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont visualiser des cellules qui sont en santé, et ainsi de suite. Et ça donne certains résultats. Moi, ce que je peux dire, c'est que faire des activités de visualisation permet d'apaiser mon esprit, ma conscience, lorsque je suis dans des périodes plus tendues, plus stressées. Et c'est la raison pour laquelle je vous en parle. Donc, c'est sûr que dans l'article, il y en a plusieurs. Il y en a une pour le sommeil, pour le surpoids, la fatigue, l'énergie, il y a toutes sortes de... C'est ça, aujourd'hui, on se trouve à une époque où il y a plusieurs choses de visualisation. C'est sûr que par rapport aux techniques de visualisation, ça a ses limites aussi, là. Mais quand même, il y a un apport qui peut être fait là, par rapport à ça, qui est non négligeable à mon avis. Et c'est pourquoi que je vous en parle. Sinon, en fait, ce que je voulais dire, ben, c'est que présentement, au moment où je vous parle, j'ai décidé de centrer mon énergie pour étudier des sujets de type intemporel qui ont une validité à long terme. Puis, présentement, ben, je regarde l'actualité avec un grand recul là, par rapport à la guerre qui se déroule en Europe ou la gestion de la crise sanitaire. Et c'est sûr qu'à court terme, en tout cas, j'ai pas l'intention nécessairement de faire de capsules audio. Premièrement, parce que depuis 2 ans, j'en ai fait plusieurs. Et c'est sûr qu'en lien avec ce type de sujet-là, il peut y avoir une forme de censure qui s'exerce. Puis aussi, ça demande beaucoup d'énergie. À un moment donné, je cherchais à comprendre quelque chose de très pointu par rapport à la guerre en Europe de l'Est. Puis, à mesure que j'étudiais puis je cherchais à comprendre, ben, il y a d'autres événements, puis finalement, c'est démodé ou les mesures qui ont été mises en place ou des éléments liés à la pharmacologie là, par rapport à certains médicaments. Bon, on commence à s'intéresser à quelque chose, puis finalement, il y a d'autres choses qui apparaissent aussi. Ça change beaucoup.
tandis qu'il y a des principes qui ont une validité à long terme, comme par exemple des principes liés à des sciences comme la science de la psychologie. Je m'intéresse toujours beaucoup aux neurosciences. Puis je continue la lecture du livre de Frédéric Salman qui s'intitule « La santé devant soi », que j'ai commencé la lecture en février, dans le coin du mois de février 2022. Puis je continue toujours très tranquillement. Donc, je fais un peu de lecture. Puis par la suite, je vais me reposer au soleil. C'est sûr que pendant l'été, j'en ai profité pour me faire bronzer au soleil là, pendant le mois de juin, juillet, le mois d'août. Comme on dit, je prends tout ce qui passe, étant donné que les heures d'ensoleillement sont très peu nombreuses au Québec. Parce qu'après ça, l'automne, l'hiver, là, c'est fini. Je ne suis pas intéressé à aller dans un salon de bronzage parce que c'est pas de la lumière naturelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'intercepter avec la peau le signal qui provient du soleil. Bon, premièrement, parce que la lumière du soleil est riche en vitamine D, donc qui est métabolisée là, par la peau. Et c'est bon pour la santé. Et les carences de vitamine D peuvent nuire à la santé de l'individu, là, naturellement. Ça peut être propice à l'apparition de certains problèmes de santé, donc la raison pour laquelle je prends du soleil. Présentement, ma souci, mon intérêt, c'est d'avoir un mode de vie qui est sain. Donc, sain dans le sens de santé, mais sain aussi dans le sens de sainteté. Ne vous inquiétez pas, je ne veux pas devenir un religieux catholique ou un martyr, mais dans le sens d'avoir une hygiène psychique qui m'amène à vivre dans la paix de l'esprit. Donc, avoir un corps sain dans un esprit sain. Ici, je le parle parce qu'il y en a qui vont dire avoir un esprit sain dans un corps sain, mais moi, je dis l'inverse sciemment. C'est pas une erreur de ma part, c'est volontaire. Dans le sens que je pars du principe que ma conscience est un espace d'apparition dans lequel se situe mon corps biologique. Et mon corps biologique est en relation avec la pensée qui est traduite par le cerveau, qui se rapporte à mon corps biologique, qui va traduire des pensées qui proviennent de ma conscience, qui est de nature multidimensionnelle. Comme l'avait déjà mentionné Bernard de Montréal, la pensée vient d'ailleurs. Bon, ben, la pensée n'est pas produite par le cerveau, au même titre que la pensée, c'est pas produit par le corps, comme l'estomac va produire les sucs gastriques qui vont permettre la digestion des aliments. Non, non. C'est sûr que la dimension physique peut avoir un impact sur la psychologie. C'est sûr que la sécrétion de certaines hormones, par exemple, l'hormone du cortisol, peut amener un état de stress et de tension en réaction à l'exposition, par exemple, d'un élément qui crée un stress rapide, une menace, par exemple, quelqu'un qui est sur le bord de se faire frapper. Bon, ben, c'est sûr que ça peut créer une forme de choc, puis la sécrétion de certaines hormones qui vont avoir un certain délai pour diminuer, qui vont faire en sorte que une dose massive, par exemple, d'hormones de cortisol qui est sécrétée, bon, ben, ça prend plusieurs heures pour nettoyer l'organisme de tout ça. Et ce qui fait que quelqu'un peut, par exemple, se faire couper d'une manière cavalière par un véhicule automobile sur la route, puis par la suite rester sous tension dans les heures qui suivent, avec un niveau de cortisol important, même si l'événement a duré peut-être quelques secondes. Parce que le stress prend plus de temps à descendre. Mais le point que je voulais faire ici, ce que je voulais dire, c'est que présentement, ma priorité, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est d'avoir un mode de vie sain, une hygiène physique et psychique qui va être saine. Et en dépit de la société dans laquelle je me trouve, donc on est dans une société, puis j'écrivais là-dessus, c'est que le défi en ce début de 21e siècle, c'est d'avoir un mode de vie adapté, un mode de vie sain, dans un contexte de société
qui s'est développé extrêmement rapidement là, au niveau industriel là, depuis les 150 dernières années. Là. Donc, ma vision de l'être humain est celle d'un être qui a un héritage biologique qui s'est développé sur plusieurs millénaires et qui est confronté à une accélération des développements techniques au cours des dernières années, modification des habitudes de vie, et ainsi de suite, qui fait en sorte qu'un déphasage extrêmement important se crée entre l'individu, de par sa programmation biologique qui repose sur des millionnaires, puis l'environnement dans lequel il se trouve dans la société contemporaine, entouré d'écrans, d'ordinateurs, des téléphones intelligents, des tablettes, des cellulaires. Donc, c'est très différent. Et mon propos est ceci. C'est que la civilisation actuelle a tellement changé rapidement depuis les dernières décennies et les changements techniques, comme vous le voyez, avec l'informatisation galopante de la société, ça crée des tensions par rapport aux individus puis au mode de vie qu'il y a eu pendant des millénaires. Et il y a une forme de désajustement en lien avec ça. Et mon propos, la thèse que je vous présente à présent, c'est que l'accélération technique, de la façon qu'elle est vécue puis subie pour beaucoup d'êtres humains, n'est pas nécessairement adaptée à ces réalités biologiques fondamentales. Donc, moi, ma vision de l'être humain, c'est qu'on a un corps physique qui est adapté pour vivre dans un contexte autre que celui présent. Donc, plusieurs des problèmes de santé physique et psychologique des gens de la civilisation occidentale actuelle, que ce soit au Québec, que ce soit dans les pays de la francophonie, la France, la Suisse, etc., sont en relation avec ça, comme l'augmentation du nombre de gens obèses, de cas de diabète, d'anxiété, de dépression. Ensuite, les gens qui vont être hyper sensibles là, par rapport aux ondes électromagnétiques. Il y a différentes problématiques qui sont en relation avec le développement récent des nouvelles technologies puis du changement rapide du mode de vie. Donc, nos civilisations sont sous stress, sont sous tension, de plus en plus, entre autres avec le phénomène de la mondialisation, de la rapidité de la diffusion de l'information, de la propagande, et ainsi de suite. Donc, pour moi, sur le plan historique, l'être humain actuel, au niveau de sa programmation biologique, de son passé, il n'est pas fait pour manger la nourriture industrielle transformée en grande quantité. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle on voit des problèmes d'obésité dans les sociétés occidentales. Donc, c'est sûr que tout ce qui est de la malbouffe, que ce soit autrefois, si on met en perspective que dans les 150 dernières années, le mode de vie de l'humain a beaucoup changé sur le plan alimentaire, entre autres, alors que pendant des millénaires, l'être humain connaissait pas de la boisson gazeuse, ça n'existait pas. Même chose pour les hamburgers, même chose pour les cornets de crème glacée. Même chose pour la poutine au Québec, le mets national. Non, ces choses-là, ça n'existait pas. Tout ça, c'est récent. Et à mon avis, le corps physique, le corps biologique est davantage adapté pour les périodes de pénurie que de surplus d'alimentation. Et c'est ce qui fait en sorte que, présentement, de ce que je constate, puis j'observe, puis au fil des documentaires, des articles que je lis sur le web, c'est que quelqu'un qui vit des périodes de pénurie, le corps biologique, sur le plan historique, est beaucoup plus adapté à ça parce que dans le passé, les ancêtres, que ce soit les cueilleurs ou les chasseurs, il y avait des journées où il y avait des récoltes de nourriture, il y en a d'autres, ils attrapaient du gibier, d'autres, ils n'en attrapaient pas. Puis le corps s'est habitué comme ça pendant plusieurs millénaires. Puis là, tout d'un coup, une abondance de nourriture. Puis là, il y a plein de monde là, qui ont des problèmes de santé parce qu'ils sont obèses. Puis l'obésité occasionne beaucoup de problèmes de santé, là, naturellement. Moi, ma façon que je vois l'être humain actuel, c'est qu'on est dans un contexte qui est propice à sa dénaturation à grande vitesse. Donc, à mon avis, vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec moi, là, vous faites ce que vous voulez. Nous ne sommes pas faits pour passer l'essentiel de nos journées assis devant des ordinateurs, à regarder des écrans. Tu sais, c'est sédentaire. Et c'est sûr que les yeux de nos ancêtres n'étaient pas mobilisés l'essentiel du temps à fixer des détails là, sur des écrans, là, si on pense entre autres à des téléphones intelligents, des tout petits détails.
Donc, pour moi, c'est... Là, puis je me promets en voyage l'été, puis plein de monde avec des cellulaires partout, alors que moi, je n'utilise pas le cellulaire. Je suis pas intéressé. Oui, j'en ai un parce que s'il y a une urgence, si je fais un accident automobile ou quoi que ce soit, ben, je vais être capable d'appeler naturellement la police. Il y a un constat qui doit être fait parce que l'accident est quand même important, comme ça m'était déjà arrivé dans le passé avec plusieurs milliers de dollars de dégâts. Bon, ben, à ce moment-là, j'étais très content quand je m'étais fait rentrer dans le derrière d'avoir mon téléphone pour avoir appelé le policier qui est venu prendre connaissance de l'accident, écrire son rapport. Puis bon, par la suite, la compagnie d'assurance a pris connaissance du rapport puis ils m'ont indemnisé et mon auto a pu être réparée. Parce que sans ça, c'est un accident important, ben c'est sa parole contre la parole de l'autre individu. Tandis que là, le policier devient un troisième élément qui vient trancher par rapport à ça ou qui est plus objectif, qui est détaché des deux individus impliqués qui peuvent les deux avoir une interprétation subjective de l'événement que représente l'accident. Tu sais, chacun peut avoir sa version des faits, tandis que le policier, ben, il est là comme pour trancher. Fait que ça a été utile pour moi d'avoir le téléphone, mais en tant que tel, je n'aime pas ça. Je n'aime pas communiquer par téléphone, surtout pas des messages texto, écrire une lettre à la suite de l'autre avec les doigts. Lorsque je communique par Facebook, habituellement, c'est avec mon ordinateur. J'aime écrire au clavier. Mais je passe pas beaucoup de temps sur Facebook ces temps-ci. Des fois, je vais voir un peu qu'est-ce qui se fait. Puis bon, je suis certains forums en lien avec la conscience, mais souvent, je trouve que ça tourne en rond. Ce qui m'intéresse plus, c'est la science traditionnelle là, ces temps-ci, là, comme l'alimentation. Probablement que je vais faire une capsule audio, ce que je vais vous parler de ce que j'étudie là, par rapport à l'alimentation. Ensuite, la santé, des choses comme ça qui m'interpellent plus. Mais pour en revenir à mon sujet, c'est que l'idée que l'être humain passait ses journées à être actif physiquement, faire de la cueillette ou de la chasse, ça mobilise physiquement. Puis après ça, on devient beaucoup de personnes sédentaires parce que les gens passent leur temps à être devant l'ordinateur, que ce soit de la formation à distance, du télétravail ou dans les loisirs. Bon, ben, c'est sûr que c'est pas, à mon avis, adapté à la réalité biologique de l'être humain. Et c'est sûr que par rapport à ça, comme j'expliquais à ma compagne, parce que en préparation de la capsule que je fais présentement, j'ai eu des discussions avec ma compagne dans les dernières semaines. Puis je l'admire des fois parce que j'ai dit je ne t'ai pas pour me le dire là, par rapport à mes enregistrements pas mes enregistrements mais mes propos là tu sais qu'est-ce que t'en penses, etc. Puis des fois je présente des choses assez audacieuses. Ce que j'y ai dit, c'est que en fonction de la tangente que prend notre civilisation à utiliser de plus en plus la technologie, en faisant la promotion, ben c'est sûr que depuis la crise sanitaire, il y a une augmentation du nombre de personnes qui font de la formation à distance, télétravail, ensuite une vie sociale avec les réseaux sociaux, des rencontres Zoom en famille, utilisant différents logiciels, etc. Donc, ce nouveau mode de vie qu'on vise à implanter, ce que j'y expliquais, c'est que c'est pas adapté à l'être humain et le type de créature, à mon avis, qui serait adapté par rapport à ça, c'est les extraterrestres qui sont décrits comme étant les petits gris. Je vous explique pourquoi. Bon, ben, si l'extraterrestre il est grand et filiforme, comme plusieurs cas d'abductés nous le rapportent, donc des gens qui disent qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres ou contactés là, depuis les années, la fin des années 40, là, avec le crash de Roswell, qui était un élément marquant là, dans le domaine de l'ufologie contemporaine. Bon, mais si c'est des êtres qui sont grands, filiformes, qui ressemblent à des fœtus, qui sont très maigres, ben, il faut réaliser que, à mon avis, ces êtres-là sont adaptés à une utilisation de la technologie. Bon, quelqu'un qui ne fait pas de sport, il ne développe pas de masse musculaire, donc il est squelettique. Ensuite, quelqu'un qui passe son temps devant l'ordinateur, ce qui devient intelligent sur le plan adaptatif, c'est qu'il a des grands yeux. Donc, on va décrire les petits gris comme étant des êtres ayant de grands yeux noirs. Donc, quelqu'un qui passe son temps devant l'ordinateur, ce qui est mobilisé essentiellement, c'est les yeux pour traiter des informations, des données. C'est pas au niveau sensoriel, c'est pas le toucher sensuel qui est mobilisé. C'est pas le goût, c'est pas l'odorat non plus. D'ailleurs, les petits gris ont des petites narines, des petits trous. Ils n'ont pas nécessairement
l'odorat développé. Puis c'est sûr que quelqu'un qui passe son temps devant l'ordinateur, il n'y a pas besoin d'avoir un odorat aussi développé que la personne qui va faire des dégustations de vin avec un groupe de personnes, où ça prend une grande subtilité de perception olfactive. Ben non. Ensuite, le petit gris, ce qui le caractérise, c'est la grosse tête. Puis c'est sûr que quelqu'un qui passe son temps devant l'ordinateur, ça se passe dans la tête. Dans le sens, c'est très cérébral, c'est très intellectuel. Donc, ça devient logique au niveau adaptatif que le cerveau augmente pour traiter davantage d'informations, que les ordinateurs qui deviennent de plus en plus développés nous donnent accès à de plus en plus d'informations. C'est une roue. Tu sais, vous avez l'apparition d'une télévision haute définition, ensuite le 4K, l'ultra haute définition, ensuite il va y avoir le 8K, le 16K. Tu sais, ça n'arrête pas. La définition est de plus en plus précise. Fait que si la définition est plus précise, ça nous prend des yeux plus précis pour être capable d'intercepter les signaux visuels, d'où les grands yeux, puis un cerveau plus développé pour les traiter. Donc, ça fait penser au petit gris. C'est sûr que la personne qui est en contact simultanément avec plusieurs personnes sur Facebook, qui interagit avec eux, qui interagit en même temps avec d'autres personnes sur Skype, sur YouTube, tout en écoutant des documentaires simultanément, qui fait du multitâche, mais ça prend un cerveau très développé. Ensuite, par rapport au petit gris, l'autre élément que je voulais passer en revue, c'est que, dans le fond, c'est des gens qui n'ont pas de poils ou faible pilosité. Puis en même temps, ben, si la personne est tout le temps devant l'ordinateur dans un environnement aseptisé, elle n'a pas nécessairement besoin qu'il y ait une grande pilosité pour retenir des virus, comme par exemple les poils qui sont très présents dans le nez, surtout quand les gens vieillissent, ben ça sert à quoi? Ça sert à bloquer l'entrée des narines par rapport à des virus ou des microbes. Donc, le microbe qui cherche à rentrer lors de l'inspiration, mais qui reste coincé dans le poil, ben, ça empêche que par la suite, le microbe soit respiré et se promène dans le circuit respiratoire de l'individu. Donc, ça a ça comme fonction. Ça a bloqué certains microbes, certains virus, des poils. Alors que si la personne est toute seule chez elle dans un environnement aseptisé, ben, pas nécessairement besoin d'être très poilu. On pourrait continuer comme ça avec plein d'éléments. Mais tout ça pour dire que, à mon avis, l'être humain qui serait adapté à la société actuelle n'est pas celui présent qui est adapté à un contexte historique très lointain. Mais pour en revenir à l'être humain, donc les Homo sapiens, donc par rapport à eux, donc par rapport à nous autres, dans le fond, ben, c'est sûr que par rapport à l'ordinateur, au lieu de passer la journée devant l'ordi à regarder des détails, il y a eu des moyens de compensation qui se sont développés. Tu sais, la pause oculaire 20-20-20 pour compenser. Regarder pendant 20 minutes à 20 mètres de distance. Attends une minute. Chacun des 20 a une signification. Regardez à tous les 20 minutes à 20 minutes, à 20 mètres de distance, donc au loin, pendant 20 secondes. Ça, c'est pour la santé de l'œil. Pour pas que l'œil soit juste focusé à regarder des détails très petits sur l'ordinateur ou le téléphone intelligent, bien, souvent, c'est à regarder au loin. C'est ce que j'ai eu comme information. Ensuite, il y a des gens qui vont faire du jogging en même temps qu'ils travaillent, qui font du travail de bureau ou qui sont devant l'ordinateur pour bouger davantage sur le plan physique. Ensuite, ben, c'est sûr que notre société n'est pas adaptée à nos programmes biologiques. T'sais, on est programmé en tant qu'être à réagir beaucoup par rapport à tout élément qui peut être interprété comme une menace. Donc, dans un contexte de survie, prenons par exemple la personne qui est en forêt, elle entend un bruit suspect, ben, c'est intelligent qu'elle soit extrêmement vigilante, qu'elle vive du stress et de l'anxiété parce que ça pourrait représenter la présence d'un animal prédateur comme un lion, comme un tigre ou même un ours qui pourrait s'en prendre à elle et l'amener à mourir. Par contre, la problématique, c'est que dans la jungle urbaine ou dans la société occidentale, c'est que les gens ont tendance à avoir des réactions exagérées de l'organisme humain à l'égard d'éléments qui vont interpréter comme des menaces. Donc, il y a des gens qui vont réagir par rapport à des informations du quotidien.
de manière disproportionnée, comme s'ils étaient menacés de mort par des animaux sauvages tels que des lions, des ours, qui menaceraient de les tuer alors que c'est exagéré. D'où l'importance, à ce moment-là, c'est sûr, de contextualiser que la programmation biologique qui serait adaptée dans un contexte différent ne l'est plus nécessairement présentement, à part peut-être pour des gens en situation de guerre. Là. Il y a peut-être d'être hyper vigilant en Europe de l'Est, alors qu'il y a des gens qui se font la guerre là, au coin de rue, par exemple, du village qu'une personne peut se trouver. Ben oui, être très vigilant, ça peut être pertinent, mais dans un cadre habituel où la guerre n'est pas aux portes de sa résidence, ça ne l'est pas. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, les techniques de gestion de stress, que ce soit par exemple de pratiquer la cohérence cardiaque, la méditation, peuvent avoir l'utilité. Sinon, l'utilisation s'est développée avec des gens qui fument la cigarette, qui boivent de l'alcool, qui mangent du sucre transformé de manière industrielle. Alors que ma compréhension fondamentale du corps humain m'amène à penser que nous ne sommes pas faits pour ça. Manger trop de sucre, ça peut amener à développer le diabète. Si la nourriture est trop salée, ça peut contribuer à l'hypertension. Fumer la cigarette, ça peut amener une cirrhose. Boire de l'alcool peut amener la cirrhose du foie. Et la cigarette peut amener naturellement le cancer des poumons. Donc, il y a différentes problématiques. C'est sûr, dans un contexte lointain, il y a 30 000 ans, l'accès à la cigarette, le sucre, l'alcool n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. D'ailleurs, le sucre était plutôt rare, ce qui fait qu'on a tendance à aimer le sucre ou être addictif au sucre pour des raisons de survie. C'est-à-dire, dans un contexte de rareté, bon, il y avait du miel qui était une forme de sucre dans un passé lointain, qui était accessible aux humains, mais le sucre industriel qui provient des boissons gazeuses, des beignes, ne l'était pas. Et à ce moment-là, comme le sucre était rare, puis il y avait des pénuries de main-d'œuvre, pas de main-d'œuvre, mais de nourriture, puis il y avait des famines, étant donné que les chasseurs-cueilleurs, il n'y avait pas accès à de la nourriture nécessairement tous les jours. C'est intelligent que les gens aiment le sucre pour prendre des calories et faire des réserves pour être en mesure de faire face à une situation de disette ou de rareté de nourriture. Mais dans un contexte d'abondance de la nourriture, on l'a vu avec ce que certains appellent des épidémies d'obésité là, dans les pays occidentaux. Là, qu'est-ce que ça a donné? Donc, c'est pas nécessairement approprié de manger continuellement du sucre, mais c'est sûr qu'en même temps, l'industrie alimentaire a tout intérêt à ce que les gens consomment du sucre parce que le sucre appelle la consommation de sucre. Ça peut créer un effet de dépendance et qui amène les gens continuellement à consommer du sucre. Et à ce moment-là, les gens achètent de plus en plus des produits là, dans des restaurants, dans les épiceries, dans des fast-foods. Donc, ça nourrit une roue que les gens sont dépendants au sucre parce que ça fait la fidélisation de consommateurs. Sinon, par rapport au contexte actuel, c'est sûr que la forte libido, le fort désir sexuel qui était adapté dans le passé ne l'est pas nécessairement dans le contexte actuel, dans le sens que dans un contexte, il y a à peine quelques décennies où la mortalité infantile était importante, puis l'espérance de vie était limitée, c'était comme logique que les gens aient beaucoup de désirs sexuels ou qu'il y ait beaucoup d'activités sexuelles pour avoir des enfants, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de survie des enfants, puis les gens ne vivaient pas nécessairement vieux. Mais on est resté programmé aujourd'hui avec une libido pour beaucoup d'êtres humains qui va être forte. C'est adapté dans un contexte passé lointain pour les raisons au niveau survie biologique que je vous mentionne. C'est sûr qu'aujourd'hui, je pense entre autres à la philosophie du jovialisme, où il est question de faire preuve de joie érotico-ludique. Donc, une très belle expression. Donc, tant qu'à avoir du désir sexuel, pourquoi pas en jouir? Puis, pourquoi pas, dans le fond, en jouer dans le sens joyeux, que ce soit une expérience agréable, érotique, qui fait appel à l'imaginaire, la fantaisie, le fantasme, et ludique, à travers le jeu. Donc, ici, c'est sûr qu'on est très loin là, d'une conception de la sexualité avec les devoirs conjugaux, où c'est vu comme une forme de corvée pour la procréation. Donc, la sexualité peut être
approprié par l'individu qui se renouvelle sur le plan psychique pour une compréhension de la sexualité très différente de la religion chrétienne ou catholique qui voyait à travers elle une occasion de péché ou qu'elle était mal ou qu'elle était sale. Donc, il peut y avoir une réappropriation psychologique de la sexualité pour lequel beaucoup d'individus sont programmés à avoir du désir sexuel compte tenu des antécédents biologiques associés à la survie de l'humanité pour être capable d'en jouir, tout simplement. Sinon, ce que je voulais mentionner, c'est que ce que j'observais, c'est que dans les pays occidentaux, il y a des gens qui vont vivre seuls et qui sont déprimés ou anxieux. En fait, moi, ce que je comprends, c'est qu'à l'origine, les gens vivaient en tribu, en contact avec les gens et une très grande proximité avec les animaux, surtout les animaux qu'ils élevaient. Et que quelque part, l'être humain, au niveau historique, n'est pas programmé pour vivre seul. Et l'histoire de plein de gens là, qui vivent en logement, seuls dans les pays occidentaux, plutôt qu'en famille ou en couple, qui est un phénomène très récent au niveau historique, à mon avis, ça peut amener dans certains cas des privations de contact corporel avec les gens de l'environnement. Et si la personne vit seule puis a peu de contact corporel avec les gens, ben, ça peut nuire à son bien-être au niveau psychologique. Ça peut l'amener à vivre des états de dépression ou d'anxiété, dans le sens que la personne qui est seule, elle ne bénéficie pas de la sécrétion de l'hormone de l'ocytocine dans le cerveau qui va être sécrétée suite à des contacts de toucher, poignée de main, câlin, massage avec d'autres êtres humains ou tout simplement caresser un animal. Caresser un animal, d'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience. Moi, je le fais souvent avec mon chat parce que je vis présentement avec un petit chat. Quand que je le caresse, je le flatte, ben, ça va m'apaiser. Ça diminue les tensions. Tandis que si la personne ne sécrète pas de l'ocytocine, ben, c'est possible qu'elle sécrète à la place l'hormone du cortisol qui est associée au stress. Et l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens vivent du stress dans les sociétés occidentales, voire des états anxieux et dépressifs, ben, c'est, à mon avis, en relation avec la privation de contact sensoriel, de contact physique avec d'autres êtres humains, chaleureux, ou tout simplement s'occuper d'un animal de compagnie, le flatter, et ainsi de suite. Sinon, ce que je voulais vous mentionner, ben, c'est sûr que, à mon avis, notre civilisation est dénaturée aussi par rapport au fait que les êtres humains ne sont pas censés vivre dans des zones où il fait très froid l'hiver, avec peu d'heures d'ensoleillement, comme des pays nordiques tels que le Canada. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui vont prendre la vitamine D pour compenser la faible exposition de leur peau au soleil. La peau est faite pour aller au soleil. Et c'est entre autres la raison pour laquelle j'essaie au maximum pendant l'été de prendre des bains de soleil. Donc, puis, pour être honnête avec vous, là, depuis que je suis né, au moment où je vous parle, j'ai 41 ans d'années terrestres par rapport à mon corps biologique. Et je vous dirais, je ne suis toujours pas adapté à l'hiver québécois. Je trouve toujours aussi pénible d'être confronté à des températures qui peuvent osciller là, entre du moins 20, moins 25 degrés Celsius. Encore l'année passée, je sortais dehors, puis quand il faisait très froid, des fois, je me mettais à crier dehors, confronté au froid. Non, l'idée qu'on peut s'adapter au froid, là, en tout cas, dans mon cas, il n'y a pas eu vraiment d'adaptation, puis je suis natif d'ici, là. Donc, je sais pas quoi dire aux nouvelles personnes qui veulent venir vivre au Québec, là. L'idée qu'après 2-3 ans, ils vont s'adapter au froid, je sais pas. En tout cas, pour moi, je suis né ici, puis je peux vous dire honnêtement que je suis toujours pas adapté au froid, puis je trouve toujours ça pénible d'être confronté à du moins 30, puis le vent glacial de l'hiver canadien, là. Non, je suis pas adapté. En fait, le point, c'est que dans le passé, les êtres humains vivaient surtout en tribu dans des endroits qui étaient chauds ou tempérés. D'ailleurs, l'apeuplement du Canada, où ça a été de plus en plus peuplé, c'est dans les derniers siècles. Avec les gens qui sont venus en Europe, ici, là.
colonisé le Canada, entre autres. Là, il s'est créé un gros bassin de population, là. Mais c'est ça, c'est un phénomène restant au niveau historique. Sinon, c'est sûr que quand je regarde ça, la société occidentale, ben, dans mon rapport à la société, ben, j'ai adapté certaines choses pour être en santé ou cohérent. Donc, c'est sûr que la société met l'emphase sur la sédentarité, puis on va valoriser le temps passé devant l'ordinateur. Ben, c'est sûr que pour compenser ça, ben, c'est de faire de l'entraînement physique. Moi, j'aime ça faire du jogging. Bon, dans les écoles, on cherche à donner accès à des jeunes à des cours d'éducation physique, mais comme dans mon jeune temps, c'était pas beaucoup, là. Je me rappelle pas si c'était pas 1 heure par semaine ou peut-être 2 si on était chanceux, mais c'était minime. Je trouvais que c'était pas assez. Puis, c'est sûr que l'idée de s'entraîner physiquement ou faire du jogging, c'est très moderne comme comportement, dans le sens que on aurait dit quelqu'un, il y a à peine 100 ans, on aurait parlé de l'importance de faire du jogging pour être en forme. Or, il y a à peu près 100 ans, beaucoup de personnes, davantage qu'aujourd'hui, faisaient de l'agriculture. Fait que là, les personnes m'auraient sans doute dit, ben, je passerai pas mon temps à courir. J'ai déjà travaillé très fort à cultiver de la nourriture dans les champs. Aujourd'hui, non, je suis fatigué. J'ai une bonne fatigue, une fatigue physique. Sinon, ben, quand je regarde la société, tu sais, je regarde le fait qu'on va être amené à se brosser régulièrement les dents parce qu'on consomme de la nourriture sucrée. Puis, c'est sûr que si on mange sucré, ça augmente le risque de carie. Et quand j'avais été chez le dentiste récemment, il y avait une affiche qui était présente avec un graphique. Puis là, on voyait que boissons gazeuses, là, la corrélation avec la carie était beaucoup plus élevée. Donc, tandis que entre la pomme et la carie, c'était plus faible, les fruits et légumes. Fait que là, le point, c'est que prendre des boissons gazeuses, comme je le disais tantôt, ben, ça fait engraisser. Ensuite, ça peut être corrélé par rapport à la carie. Or, nos ancêtres, quand ils se sont développés puis ont développé leur dentition dans le passé, ils n'étaient pas exposés à autant de produits sucrés qu'aujourd'hui, dans le sens qu'il n'y avait pas des boissons gazeuses un peu partout. Sinon, dans mon cas, j'ai eu à apprendre à boire avec une paille pour éviter l'exposition directe de mes dents à trop d'acidité. Dans le sens que des boissons gazeuses, une personne dentiste m'avait mentionné que c'était en train de dégrader la qualité de l'émail de mes dents, donc de l'affaiblir, l'émail de mes dents, et pour limiter les dégâts liés à l'exposition, entre autres, de ce qui est très acide, donc des boissons gazeuses, mais ça peut être des fruits, hein, comme par exemple manger une orange crue, même chose pour un citron. Étant donné que c'est des fruits extrêmement acides, c'est sûr que ça fait des années que j'en prends plus, là, des oranges, avant j'en mangeais. Même chose pour les citrons crus. Ça, j'en fais plus. Je vais boire du jus d'orange avec une paille à la place, mais ça dégrade les dents. Puis probablement, ce qui arrivait, c'est que dans le passé, les ancêtres n'avaient pas accès à autant de fruits et de légumes en grande quantité où l'espérance de vie était moindre. Donc, à ce moment-là, c'était un contexte qui était différent, tandis qu'aujourd'hui, ben, c'est sûr que si on vit un peu plus longtemps, ben, puis l'émail des dents se dégrade au contact avec de ce qui est très acide, ben, ça devient intéressant d'être vigilant là, par rapport à ça, là. Sinon, par rapport à la grande dénaturation qu'on connaît à l'époque actuelle, ben, c'est sûr que de réaliser que notre société est de plus en plus déphasée avec la programmation biologique qu'avait l'être humain depuis plusieurs siècles, ben, c'est sûr que ça m'a amené à vouloir retourner à l'essentiel en termes d'alimentation, dans le sens qu'à chaque jour, je vise à manger des légumes crus, pour plusieurs raisons. Pour les propriétés nutritives qui sont plus présentes que lorsque les légumes sont cuits, mais aussi parce que ça prend moins de temps à préparer. Tu sais, manger de la nourriture crue, non seulement c'est plus nutritif, mais je fais juste nettoyer à l'eau les légumes. Souvent, je vais manger des carottes, je vais manger ensuite des haricots,
Je vais manger du céleri, du brocoli. Là, je me suis acheté des champignons aussi. Des champignons comestibles, là. Et puis, c'est ça, je mange cru, puis c'est pas évident, là. Je dis pas que je suis parfait, mais l'un de mes objectifs, c'est de manger avec moins de transformation industrielle possible et que souvent plus de transformation équivaut dans ma conscience, vous n'êtes pas obligé d'être en accord, avec une forme de dégradation énergétique ou de qualité des aliments. Puis, en lien avec ça, ce que je peux dire par rapport aux légumes, c'est que les légumes vont plus remplir que de manger des calories vides. Tu sais, j'écoutais sur YouTube, il y avait un médecin qui disait, la personne, elle va prendre un hamburger qui comporte 400 calories. C'est quand même une grande quantité là, au niveau calorique. Mais la personne qui mange ça, elle va encore faim dans les heures qui vont suivre parce qu'elle ne sera pas rassasiée. L'hamburger étant composé de pain. Donc, le pain, c'est un élément là, qui va comporter du sucre en grande quantité, naturellement. Tandis que ce qui remplit le plus directement, c'est de manger des légumes. Puis là, c'est sûr qu'il y a un déconditionnement. Là, je vis cette semaine une petite expérience. C'est-à-dire que je mange le matin soit des œufs avec des fèves ou des fois un peu de carottes. Tu sais, je mange pas de bol de céréales ni de pain. Parce que le pain comporte beaucoup de glucose, beaucoup de sucre industriel, du sucre raffiné, donc du sucre transformé, ce qui n'est pas l'idéal. Ou des fois, je vais manger des dattes. À un moment donné, je m'étais intéressé, puis vous avez des vidéos par rapport à ça sur YouTube, à l'approche alimentaire qu'avait développée là, Mme Grosjean. Elle, c'est une dame qui est très connue là, au niveau de l'Europe là, par rapport à des conseils. Elle parle de nutrition, en fait, là, dans ses capsules vidéo. Puis là, elle disait que l'être humain n'est pas fait pour manger de la viande, que l'être humain il a un intestin qui est très long, comme les animaux qui sont herbivores. Tandis que il y a d'autres personnes aussi qui disaient ça. C'est-à-dire que les animaux qui sont prédateurs, souvent l'intestin va être plus court parce qu'il faut qu'ils digèrent rapidement, puis tandis que les herbivores, c'est plus long. Bon, il y a cet élément-là en lien d'arguments propices en lien avec le végétarisme, mais par rapport à elle, elle a donné une recette parce qu'elle fait la promotion du crudivorisme. Donc, manger le plus possible cru, éviter de cuire. Puis là, il y avait une recette de lasagne crudivore. Je l'avais pris en note, j'avais regardé toutes sortes d'ingrédients. Mais tu sais, c'est une lasagne. En fait, c'est des éléments. Il y a beaucoup, c'est en lien avec des légumes, avec des noix, avec des graines, qui donnent l'impression d'une lasagne. Puis finalement, quand je regardais ça, je me suis dit, je suis même mieux de manger tout simplement les éléments crus. Je n'ai pas besoin au niveau psychologique de manger quelque chose que je vais assembler pour me donner l'impression que c'est une lasagne avec des couches de fromage, puis différents étages là, d'éléments. Non. Manger les choses à l'état brut. Sans sauce. C'est pas évident, là. Tu sais, je parle de ça, c'est un défi. À un moment donné, j'avais mangé plus crudivore, à un moment donné, j'avais décroché. Je m'ennuyais. La dépendance au sucre ou se libérer de l'influence au sucre, c'est pas évident. Arrêter de manger de la viande rouge, ça a été très facile pour moi parce que j'étais contraint par certains membres de ma famille d'en manger. Ma mère, elle me disait quand que j'étais jeune, faut que tu finisses toute ton assiette, puis c'est important, il y a des gens ailleurs qui n'ont pas accès à la nourriture, t'es privilégié. Puis il fallait que je mange toute mon assiette, j'avais une grosse pression, j'étais manipulé puis influencé. Puis là, c'est sûr que je vis en appartement, puis c'est moi-même qui fais les repas, la pression a disparu. Ça, je ne l'ai pas introjecté, je ne l'ai pas fait mienne, là, cette pression-là qui venait de ma mère, inquiétez-vous pas. Puis, chez moi, je mange ce que je veux. C'est sûr, je mange dans l'optique d'avoir un certain équilibre, mais la viande rouge, je m'ennuie pas. J'ai continué à manger du poisson. Je mange présentement d'une manière méditerranéenne. Je m'aligne avec ça. Mais c'est sûr que essentiellement, je vise à manger biologique. Donc, dans les épiceries, il y a de plus en plus des départements biologiques. Puis des fois, on a des surprises. Il y a certains supermarchés populaires
Je regardais chez Super C, chez Maxi aussi, il y a des produits biologiques, tu sais, au Québec. Bon, IGA, il y en a beaucoup, mais il y en a d'autres aussi qui en ont. Comme là, j'ai été acheter récemment là, des pommes biologiques chez le supermarché Maxi. Donc, pour éviter l'exposition à des produits de pesticides, des produits chimiques. Pourquoi? Ben, parce que nos corps biologiques ne sont pas nécessairement adaptés par rapport à ça. Puis, ça peut engendrer certains problèmes de santé naturellement. Si on pense entre autres à ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. C'est sûr qu'en lien avec ça, si je parle, ben, il y a beaucoup de documentation sur Internet là, par rapport à ça. Il y a des produits chimiques qui sont utilisés entre autres dans l'agriculture et l'exposition cumulative peut amener des problèmes de fertilité, peut amener des malformations du fœtus, peut amener aussi des problèmes comme par exemple, c'est pas drôle, là, mais bon, des enfants qui ont des micro-pénis, ensuite il y a certaines personnes qui vont dire que c'est en corrélation avec l'augmentation du trouble du spectre de l'autisme qui est de plus en plus présent là, en société. Pourquoi? Ben parce que les gens sont exposés à des produits chimiques qui vont perturber l'organisme, alors que pendant des millénaires, les êtres humains n'étaient pas exposés à de tels produits. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est d'être vigilant par rapport au mode de vie. Mais le renouvellement qui s'est fait dans ma pensée, un petit peu comme à vol d'oiseau au cours des dernières semaines, là, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est un petit peu une synthèse de différents éléments qui ont circulé dans ma conscience, certaines idées. C'est que nous sommes dans une période où ce que l'individu peut vivre beaucoup de tensions avec le mode de vie contemporain au niveau de la société. Là, je vous ai parlé de certains éléments qui sont en déphasage par rapport à la programmation ancestrale des êtres humains en relation avec la société occidentale, mais il y en a encore beaucoup plus. Puis plus que l'être humain est confronté ou exposé à des changements rapides au niveau technologie, puis plus qu'il risque de vivre des tensions par rapport au décalage entre sa programmation biologique d'origine et la programmation sociale ou technologique qu'on veut y faire adhérer. Donc, et ça demande à ce moment-là beaucoup d'intelligence et de vigilance par rapport aux éléments auxquels on veut nous amener à consommer, que ce soit au niveau alimentaire, des comportements adaptés, ainsi de suite. Donc, ça prend de l'esprit critique, ça prend de l'intelligence, et c'est sûr que la meilleure personne qui sait quoi faire dans sa vie pour se renouveler, ben, c'est Dieu lui-même. C'est pas nécessairement là, certaines modes au niveau social par rapport à des réseaux sociaux et ainsi de suite, à mon avis. Là. Donc, sur ces propos, je vous laisse. Écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir.